Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. 2 fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maël Vial. Bonjour Maël. Bonjour. Aujourd'hui, nous enregistrons pour la première fois dans un lieu à la fois créatif et intime, l'atelier d'une artiste qui réalise des portraits originaux et vivants, oniriques et organiques, résolument avant-gardistes, avec sa caméra 16 mm. Bonjour Marie Lausier. Bonjour, merci d'être là. Merci de nous recevoir ici, dans votre atelier. Vous êtes française, mais votre cinéma a débuté à New York, aux États-Unis, au début des années 2000. Là-bas, puis au Portugal ou au Mexique, vous avez réalisé des portraits filmés d'artistes, musiciens, plasticiens, dramaturges, catcheurs et bien sûr des cinéastes, les frères Kutchar, le couple Genesis et Lady J, Peaches, Alan Vega, Chong Gan-byun, Guy Madin, Richard Foreman, les sœurs Moreno, Cassandro ou encore Félix Cubin. Avec elles et avec eux, vous co-créez ensemble des films, vous derrière votre caméra Bolex et eux devant, partageant avec vous leur singularité. Un style unique entre documentaire et expérimental dont nous allons essayer de comprendre les ressorts. Vos films ont parcouru les festivals du monde entier, l'Acide à Cannes, Berlin, Rotterdam et plus récemment le festival de Locarno avec Felix in Wonderland, votre dernier long métrage, Voyage dans le monde de Félix Cubin, fait d'expériences musicales et sonores. Vous êtes également programmatrice de films et vos films ont eux-mêmes été projetés dans les plus grands musées, le Centre Pompidou, la Cinémathèque française, le Tate Modern de Londres et le MoMA de New York qui a récemment acquis vos films dans sa collection permanente. Le Jeu de Paume à Paris, qui vous a consacré une rétrospective en novembre 2019, vous a également offert avec le réalisateur Antoine Barraud des cartes blanches de programmation, puisque vous êtes une grande connaisseuse du cinéma. Vous enseignez également à la HED, l'école d'art de Genève, et nous pouvons retrouver vos films en DVD, notamment chez Revoir, maison d'édition de Pipe Chodorov, que nous avions reçu dans le 8e épisode de l'émission. Alors Marie Lausier, votre univers drôle, viscéral, joyeux, flamboyant, coloré, artisanal, fruit de l'underground, résolument libre et expérimental, nous allons explorer toutes ces dimensions avec vous dans ce nouveau grand entretien de Négatif. Après vous avoir beaucoup présenté, Marie Lausier, quel serait pour vous le mot le plus juste pour décrire ce que vous faites dans la vie ? Un mot, mais c'est très dur, un mot. Un court groupe de mots, en tout cas. Je pense que c'est plusieurs mots, mais c'est juste créer de façon quotidienne et au quotidien avec tout ce qui permet d'observer et de continuer le processus de création pour trouver une sorte de liberté à travers le désir de créer, que ce soit dans le cinéma, dans le dessin, dans la sculpture. C'est une question vachement difficile parce qu'en fait, j'ai juste envie de vivre et continuer à créer. Donc Ouais. vous êtes juste créatrice. Ce serait, si on devait... On essaye en tout cas, on essaye d'être inspiré, on essaye de toujours trouver la curiosité, l'encontre des autres, d'avoir des idées ou ne pas en avoir, de ressentir, d'être ouvert et de trouver toujours la lumière en tout cas. Ouais. Est-ce que vous êtes punk ? C'est une question rigolote. Visuellement peut-être pas, mais dans le cœur je crois que je le suis. Qu'est-ce que c'est être punk ? Il y a plusieurs définitions. En tout cas, le punk de mon New York, ça serait plutôt une façon de vivre, une façon de penser, un état d'esprit qui peut être un petit peu en dehors des marges. En tout cas, assez sincère, assez honnête, assez direct et en plus musical. Et est-ce que ça serait réducteur de vous définir comme une portraitiste ? Non, après, je pense que tout le monde met des labels sur tout. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, il faut toujours faire rentrer les trucs dans les cases, dans la vie. Moi, j'essaie juste de faire des films. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de portraits. Et je pense que c'est ça qui définit... Je préfère quand on dit un portrait que juste un documentaire, en fait. Je trouve ça plus juste par rapport aux rencontres, aux gens qui sont rencontrés, qui sont imagés. Ouais. Donc on pourrait vous dire que vous êtes une créatrice sans label. Ouais, je sais pas trop. Je pense jamais trop au label, mais
Je pense qu'on est beaucoup comme ça. En fait, c'est souvent, on n'y pense pas trop, c'est souvent les autres qui mettent des labels sur le travail des autres. Même moi, je suis sûre que j'en mets sans le savoir ou sans y penser suffisamment bien sur le travail d'autres personnes qui, eux, pensent différemment de leur travail. Donc je pense qu'il y a des labels sur tout, même sur le Babybel, hein, mais, mais c'est une façon de parler des choses, de parler des autres. Après, c'est à soi-même d'être à l'aise avec ces labels, hein, ou pas. Surtout qu'on vous a surtout présenté comme cinéaste, mais là on est dans votre atelier et on peut voir plein de créations, des perruques, des boîtes avec de la mousse. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect de votre création qui est plus plastique et matériel? Oui, en fait, là, elle est vivante. Elle est même entourée de cheveux et de mousse colorée. Mais pendant très longtemps, j'ai pas pu revenir vers l'art, alors que j'ai étudié l'art et que j'avais un atelier et que je faisais énormément de collage, en fait. Beaucoup avec la peinture et le monotype. Donc la peinture à huile sur du papier japonais, de papier de riz et de la peinture à huile, et puis une façon de faire des portraits, le rapport à l'autre. Mais c'est vrai que quand on n'a pas d'atelier, c'est difficile de créer avec des matériaux qui sont très forts, où il faut de la place, où il faut salir, où il faut laisser le travail vivre. Et donc ça m'a beaucoup manqué, je me suis dirigée vers le cinéma. Et là, quelque part, j'ai la chance de pouvoir revenir vers le dessin, vers la construction de boîtes à films, d'invention d'un univers, mais au travers des objets, de la 3D, de gâteaux, de faux gâteaux, de projections sur des gâteaux, d'inventer le même univers qui se retrouve dans les films, mais enfin de façon tactile et beaucoup plus directe et beaucoup plus rapide, quelque part, ce qui me fait beaucoup de bien. Parce que quand on fait des films, ça prend 7 ans, 5 ans, 1 an, 2 ans. Alors que faire un dessin, ça peut prendre 3 jours pour moi. Et c'est juste génial de pouvoir accomplir, sentir, se salir, mais directement d'être au plus proche de la matière. Alors que c'est vrai que parfois faire des films, c'est dur, c'est solitaire aussi, pas mal. Et là, en fait, je prépare une expo pour la galerie Anne Barrault, le 11 janvier, avec le vernissage à Paris. Et j'en suis vraiment heureuse. C'est la première expo solo à Paris, rue des Archives. Et c'est quelqu'un qui m'a complètement accompagnée et qui est venu me pêcher vraiment dans le milieu du cinéma. Parce qu'elle avait vu quelques portraits d'artistes. Et je trouve ça beau, quelqu'un qui est aussi ouvert et aussi capable de me prendre alors que je n'ai pas le langage de l'art contemporain et je ne viens pas de là non plus. Donc c'est une vraie belle chance. Est-ce qu'on va voir vos films également dans cette... Est-ce qu'il y aura des liens entre vos films et ce que vous créez? Alors en fait, dans les boîtes, il y aura des rushs de beaucoup d'autres films, enfin même de Genesis, de Félix et tout ça, qui n'ont pas été utilisés dans les montages des films finaux, qui ont été pour le cinéma. Donc on va découvrir des sortes de mises en scène, de scènes de fiction en loupe, qui vont permettre de découvrir d'autres parties des films qu'on ne voit jamais. Et pour moi, c'est beau parce que d'un seul coup, elle devient vivante. Tu vois, la boîte verte, là, avec la mousse, en fait, c'est la couleur du vert que tu dois connaître, qui est le vert pour les effets spéciaux, le fond vert. Et j'ai filmé Félix sur des fonds verts avec des animaux, un lion, un tigre, des oiseaux, un hibou, pour qu'il fasse une sorte de performance avec les animaux musicales. Et ensuite, retirer le fond vert, ce que j'ai jamais fait. Donc après, en fait, j'ai créé des boîtes à fond vert pour mettre les bouts des films. Voilà. On mettra une photo sur le... Oui, je pourrais vous sur le site pour que les auditeurs puissent la découvrir également. Et il y aura des projections sur des dessins. Donc sur prise d'animation. Des choses que j'ai jamais faites non plus. Des films d'animation? Ouais, que je viens de faire. J'attends le résultat. Si c'est nul ou pas, on verra. Avec des dessins papier? Ouais. On a hâte de découvrir ça. Ouais, moi aussi. Justement, à propos de Félix Cubin, donc c'est votre dernière création filmique qui a été projetée au festival de Locarno en 2019. C'est un moyen métrage de 50 minutes qui nous fait voyager dans le monde du musicien allemand Félix Cubin, un documentaire musical donc au pays des merveilles, portrait d'un artiste et donc de son instrument, le Korg MS-20, synthétiseur analogique lui permettant de créer de la musique électronique originale et reconnaissable entre mille. Alors Marie Lauzier, pourquoi avez-vous tiré le portrait de cet artiste fou?
Mais c'est une rencontre, encore une fois, vraiment. Parce qu'en fait, Félix, j'ai découvert sa musique avant de le rencontrer lui, parce qu'il avait beaucoup de musique qui était sur des films d'une très proche amie, Martha Colburn, qui fait des films d'animation pour le coup très punk, extrêmement belle animation faite à la peinture et en collage. Et la musique était dingue, je la connaissais parce qu'elle était présente. Les films étaient projetés à l'anthologie Fairmark à New York et tout. Et puis un jour, quand je suis allée en Europe et que le film La Balade de Genesis et Lady J a été présenté en 2011 à Hambourg, Félix est venu voir le film et il m'attendait à la fin de la projection. Et il m'a dit je veux t'emmener dans toute la nuit, te montrer les lieux de Hambourg. Je suis l'amie de Martha. Et donc on a passé la nuit où il m'a emmenée dans les boîtes de nuit où Genesis allait quand elle était jeune, le port où Wim Wenders a tourné L'Ami américain. On a passé une nuit géniale, ça a été une super rencontre. Et puis en fait, quand je suis arrivée en Europe, à Berlin, en 2013, Félix est venu, on s'est revus et on a commencé à juste se filmer et pas réfléchir. Filmer la musique, le processus de création sonore. Alors on va écouter un extrait pour nous plonger dans l'univers de Félix. La chanson s'appelle Lumière belge. Là, je la connais. Alors Marie-Losée, que vous inspire cette musique Lumière belge de Félix ? Je sais que Félix l'a composé il y a quelques années par les souvenirs qu'il avait quand ses parents le conduisaient de Hambourg à Bruxelles, où ils avaient des amis ou de la famille, et que sur l'autoroute, tu as tous ces lampadaires avec le rythme de la lumière. Et il fermait les yeux et ça créait une sorte de flicker dans les yeux, un peu comme de Tony Conrad, d'émotion. Et de là, il a créé cette chanson. Voilà. Et vous l'avez utilisée dans le film ? Oui, elle est dans le film, en partie. Ouais. Mais il l'a fait souvent en concert. Est-ce que vous préparez vos tournages ou est-ce que vous commencez à filmer directement ? C'est quoi qui vient d'abord ? C'est l'idée du film ou c'est le fait de filmer ? D'abord, je tourne le quotidien un petit peu. C'est-à-dire, par exemple, avec Félix, quand il était chez lui en train de créer des compositions, il essayait beaucoup de choses avec le Korg, avec les pré-enregistrements. Et je filmais juste tout le processus créatif. Quand il créait l'opéra chez lui, les dessins qu'il faisait pour représenter tel ou tel instrument, comment l'électronique passait aux cordes
aux instruments à cordes. Tout ce processus, je le filmais pour pouvoir m'imprégner du quotidien, m'imprégner de ses gestes, m'imprégner de ses mouvements, de son humour, de son rituel en fait chez lui. Pareil pour Genesis, pareil pour Tony Conrad. Et petit à petit, bien sûr, j'ai quelques idées qui se mettent en place parce que je connais le lieu, je sais quels habits ils ont dans leurs vêtements, je sais comment est la salle de bain, comment est la cuisine. Là, je commence à proposer quelques petites mises en scène, quelques petites idées. Puis après, ça va encore plus loin quand on commence à vraiment partager les moments où j'enregistre des interviews ou des histoires sans filmer et qu'après, on fait des mises en scène qui sont vraiment basées souvent sur des rêves ou sur des cauchemars ou sur vraiment des parties de leur vie qui se sont passées et que je mets en fiction ou en tableau vivant ou qu'on recrée, voilà, souvent. Ou par contre, quand la personne peut m'appeler en me disant je fais telle ou telle chose, je veux absolument que tu sois là et que tu prépares la scène. Donc là, je me prépare en sachant un petit peu l'environnement et comment ça va être. Et est-ce que toutes les rencontres qui font naître un désir de filmer chez vous aboutissent forcément sur un film ? Non, pas toujours. Après, presque toujours, j'avoue. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose de l'instinct. Il y a des rencontres où on sait que ça va être très éphémère, ou que ce sera sur le moment, ou que c'est une fois. Et là, une fois devient de toute façon très belle, avec une certaine énergie. Mais ça ne devient pas obligatoirement un portrait qu'on va prolonger sur plusieurs années, dans lequel on va aller en profondeur, et qu'il y aura une sorte de gravité aussi dans l'histoire. Voilà. Sur le travail de préparation, qu'est-ce que vous faites concrètement avec votre caméra ? J'essaie de la nettoyer, mais souvent il y a de la poussière. Voilà. J'essaie de préparer ça, de penser aussi à... C'est des tonnes de détails pratiques en fait, ce que tu me demandes, mais c'est comment faire une valise d'homme orchestre ou femme orchestre qui soit le moins lourd possible, avec toutes les possibilités de petites pochettes magiques, que ce soit quelque chose du maquillage, à la vaseline à mettre sur une lentille pour mettre devant l'objectif quand je tourne, à certains filtres de couleurs que je vais pouvoir d'un seul coup mettre devant, à une perle de lampadaire, une perle que je vais mettre devant pour diffracter la lumière. Voilà, toutes ces choses-là, je les prépare bien avant pour être sûre que j'oublie pas. Et les bobines de film, et la petite valise, voilà, tout est le son, le casse-croûte, et je pars, quoi. Et ensuite, une fois sur place, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous tournez tout le temps, ou est-ce qu'il y a des moments où vous êtes seulement avec, par exemple, Félix, et vous observez, pas avec l'œil de la caméra, mais avec votre propre œil ? Tout le temps. En fait, j'ai tout le temps la caméra dans la main, mais je la porte comme un sac à main, c'est-à-dire qu'elle est à ma gauche, je la mets sur ma hanche, et je suis tout le temps en train de marcher, écouter, regarder, observer, marcher, regarder, observer, regarder les gens, passer dans les coulisses, toujours être rapide par rapport... s'il va dans les coulisses, je vais tout de suite dans les coulisses. Enfin, je suis le personnage un peu comme un petit chat invisible qui va aussi vite que les pas de la personne pour pouvoir être là avant, pendant et pas rater quelque chose. Quels ont été les lieux de tournage avec Félix Cubine ? Ça a été l'Opéra de Hambourg, qui a été incroyable avec les coulisses de l'opéra. Beaucoup chez lui, qui est un endroit dingue, une ancienne usine avec énormément d'artistes et des instruments de musique et absolument partout, et des disques. La rue, beaucoup, dans des usines désaffectées. Énormément de chemins abandonnés pour enregistrer des sons, ce qu'on appelle field recording. On a été en Europe pendant des tournées, et puis on a été au port de Hambourg, beaucoup en Allemagne, puisque c'est là que je l'ai rencontré. Il tenait beaucoup à l'Allemagne, et sur le plateau du théâtre de Nanterre, où Philippe Ken nous avait invités à utiliser. Voilà, ouais, exactement. On a eu la chance de pouvoir utiliser le grand théâtre, le grand espace, et faire quelques scènes, une scène avec Jacques Bérocal, où on voit le théâtre derrière, ou les fonds noirs, l'opération. Donc ça, c'était génial aussi. C'est le lieu où on a tourné avec Maxime Rodriguez, l'entretien avec Fabrice Aragno.
Ah, dans cette grande salle. c'est un beau lieu, inspirant. Et il y a toute cette lumière du théâtre que j'aime tant. Est-ce que vous organisez ces tournages? Est-ce qu'il y a un emploi du temps? Est-ce que... Quand je faisais les films toute seule, oui, c'est-à-dire que comme je bosse à côté, j'organise, je suis hyper disciplinée, donc j'essaye de faire mon petit emploi du temps comme une productrice, comme quelqu'un qui fait ses films tout seul, quoi. Et surtout, ça veut dire de mettre en place énormément de rencontres, que les gens soient là à l'heure, qu'ils soient dans des endroits faciles, de préparer la bouffe, de tout faciliter pour que le tournage soit en fait un vrai plaisir, une vraie célébration, et que les gens oublient que c'est un tournage, que ça ne devienne pas une obligation, mais que ça amène l'aura qui permet de filmer ce que j'ai en tête, en fait. Donc bien sûr, oui, je prépare énormément, que ce soit le temps que ça prendra. Si je suis sur place, que c'est quelque chose de plus documentaire, je prépare aussi parce que je suis toute seule. Souvent, je laisse la personne faire ses trucs et je lui demande de revenir au dernier moment. Donc, je prépare un peu la lumière, je nettoie, sinon, je documente ce qu'il y a. Et puis, parfois, sur des tournages où j'ai besoin d'aide, je fais venir aussi certains amis qui vont m'aider à tenir tel ou tel accessoire, qui vont m'aider à porter des choses quand j'en ai trop. Et ça, c'est génial aussi. Et quand c'est produit, et là, il y a eu quelques scènes pour Félix, justement, au Théâtre de Nanterre, là, il y avait, pour la première fois de ma vie, pour moi, une équipe. Donc, j'ai l'impression d'appartenir le cadre et d'être constamment interrogée par les autres, d'être complètement envahie à rien faire parce que tout le monde portait tout le monde faisait tout. Et il y avait la lumière et du maquillage et tout ce que j'aime, quoi. Et là, c'était très carré. Pas d'impro. Quand est-ce que se termine un tournage pour vous? Comment est-ce que vous le savez? En fait, pour moi, personnellement, comme c'est pas de la fiction, c'est extrêmement instinctif. Je sais quand une histoire a besoin de se finir ou que j'ai besoin de commencer à regarder si j'ai trouvé le film à travers le montage. Parfois, c'est aussi parce que il s'est passé quelque chose de dramatique, par exemple comme la mort de Lady J dans la balade de Genesis et Lady J. Ça donne un tempo au tournage. Je savais que là, il fallait que j'arrive à finir le film, qu'il me manquait telle ou telle chose, puisque le drame elle était décédée. Et donc, il fallait que je récupère telle ou telle roche et que je commence à monter. Mais souvent, c'est extrêmement instinctif. Pour Félix, par exemple, comment ça s'est passé? Pour Félix, c'est qu'en fait, on a eu une bourse superbe grâce à HF Film, à Mathilde Launay. Et donc, il y avait aussi un timing où il fallait quand même, après 5 ans de tournage de film, regarder ce qu'on avait et commencer à voir. Vous regardez régulièrement les rushs? Non, jamais. Donc c'est votre mémoire en fait qui doit juger. Parce que par exemple, tu vois, pour le Félix, en fait, j'ai pas du tout regardé parce que j'avais pas d'argent. Quand on a filmé l'opéra, j'ai eu 36 bobines dans le frigidaire non développées. Donc 2 ans plus tard, j'ai vu et je commençais vraiment à flipper sur savoir s'il y avait même une image, si elle n'était pas dégradée, quelle était la couleur. Enfin, vraiment, je commençais à avoir peur. Parce que le développement de la pellicule, ça coûte cher. Ça coûte cher et après, il faut scanner. Donc ouais, j'avais pas du tout cet argent. Et quand Bandimage et HF Film se sont mis ensemble et ont obtenu une bourse, on a enfin développé les bobines qui étaient impeccables. Mais ça prend du temps pour moi parfois de voir les images. Pareil dans la balade de Genesis et Lady J. Il y a des années où j'ai pas regardé du tout ce que j'avais filmé. Mais c'est vrai que il y a un moment où je sais qu'il faut monter le film. Avec Félix, on savait qu'il y avait tellement de rushs qu'il fallait déjà commencer à voir s'il y avait une histoire et comment. Alors maintenant que je l'ai fini, je t'avoue, il fait 51 minutes, j'ai envie de faire la partie 2 du film parce qu'il y a tellement de rushs qui restent et il y a tellement d'autres choses que j'ai envie de mettre en place que c'est presque comme un vinyle. Il y a côté A et il y a le side B que j'ai envie de faire, quoi. Pour en faire un long métrage peut-être? Ouais. Voilà. Bon. Bien sûr, on n'a plus le soutien, on n'a plus de bourse là, mais c'est pas grave, je vais continuer et puis on verra comment ça va venir. En tout cas, Félix, c'est quelqu'un avec qui on s'est dit qu'on filmerait jusque quand on soit vieux sur des chaises roulantes, à continuer à faire de la musique pour lui et moi de la vidéo ou autre chose. Mais on s'est dit qu'on continuait s'il y avait des choses sublimes qu'il faisait, que je venais, que je le filmais. Que c'était un tel plaisir aussi.
Est-ce que vous concevez votre travail de cinéaste comme le travail d'une compositrice de musique? C'est une belle façon de penser. C'est vrai que je pense surtout au fait que de composer un film, avec le mot composer, c'est presque, ça va avec le mot montage, ça va avec le rythme du tournage, le rythme d'appuyer sur la gâchette presque, de la façon et du rythme, de la danse du tournage. Donc il y a quelque chose de très musical, en tout cas dans le processus de création d'un film pour moi. Et quand ça ne l'est pas, je suis un petit peu triste, je crois. Et vous étiez monteuse de vos premiers films, mais vous travaillez maintenant avec une monteuse, Elle Dallier-Vega. Comment se déroule cette partie de votre travail? C'est génial. C'est vrai que j'ai toujours monté mes films complètement toute seule et j'ai jamais pensé à monter avec quelqu'un d'autre. Et quand je suis avec Cassandro de Exotico, le deuxième long métrage, c'était la première fois qu'il y avait une production et la chose qui devait changer pour essayer de voir qu'est-ce qui serait différent s'il y a une monteuse ou un monteur comme approche de l'histoire du film. Et ça a été fantastique la rencontre avec elle. Ça a été aussi complètement instinctif parce que je n'avais pas vu les films qu'elle avait montés et elle n'avait pas encore vu... elle avait vu un de mes films. Mais ça a été vraiment juste le rapport à l'autre. Et elle est vraiment quelqu'un de... Elle a réussi à amener une narration là où j'aurais pas pu le faire pareil et à garder aussi cette sorte d'orchestration des bruits, des images et des cassures qui sont si chères à mon montage à moi ou mon monde à moi. Et d'être très fine dans l'émotion pour garder aussi l'émotion qui est si proche de moi. Et je pense on a continué avec Félix Cubine aussi, elle a monté le film. C'est quelqu'un de très fin pour aussi monter sans avoir du tout de scénario. Et ça, il faut le faire. Parce qu'il y a des kilomètres de son sur lesquels il faut vraiment faire de la dentelle, mot pour mot ou phrase pour phrase, et reconstruire une narration à partir de rien. Et je pense qu'Aël est vraiment très douée là-dessus avec moi. Sur le son, vous tournez en son direct en même temps que la caméra et à côté vous faites aussi du son à part? Oui, j'enregistre toujours des histoires et des interviews. Plus parfois je mets le micro, le zoom sur le côté quand je tourne. Ce qui fait qu'il y a parfois des choses qui sont synchro. Et c'est toujours excitant quand on les retrouve. Il y a un mélange donc de ces trois choses, plus des sons de field recording, je ne sais pas comment on dit, les enregistrements des sons naturels dehors. Voilà. Et c'est un mélange de tous ces sons, plus des sons créés avec les bruitages. Ça vous fait combien d'heures de son, ça, par exemple, pour Félix Cubine? Oh, beaucoup plus que les images, beaucoup plus. Enfin, c'était même un cauchemar pour elle. Elle sortait parfois, elle me disait oh, tu peux choisir 20 secondes pour passer de cette image à cette image. Parce qu'en fait, même une radiophonie de Félix, ça fait 2h30. Et il y en a une quarantaine, une cinquantaine. C'est juste un panier à crabes. Enfin, c'est magique. Il y a tellement de sons, tellement de musique, tellement variée. Il faut en faire 50 minutes. Ah ouais, c'est pour ça que la musique de Félix, c'est magique aussi. Il y a tous les sons qu'on veut, il y a toutes les sensations. Mais ça devient compliqué quand il y en a trop. Est-ce que vous avez su quand le film était terminé et qu'il fallait plus y toucher? Celui de Félix? Celui de Félix. Ouais, avec AL, on s'est tout de suite dit c'est bon. Et là, en plus, il est tombé par terre derrière son clavier. Donc... c'était un peu parfait. Après, je t'avoue qu'il ne devait pas devenir un long métrage. Donc, j'aurais bien peut-être continué quelques minutes de plus. Et bon, il a fallu un peu réduire. Et c'est comme ça. Alors, nous avons reçu dans l'émission la chercheuse et programmatrice Nicole Brenez, qui cartographie les avant-gardes cinématographiques. Elle a écrit un très beau texte à propos de vos films, texte que les auditeurs pourront lire sur notre site négatif.co. Voici comment elle décrit vos choix de sujets. Je cite, « Dans ses notes, Nietzsche a laissé cette mystérieuse expression que certains êtres ouvraient les stations expérimentales de l'humanité. Guidée par son seul instinct, depuis 2 décennies déjà, Marie Lausier s'avère exclusivement aimantée par de tels êtres et ses films décrivent la nature de leur expérimentation sur un mode organique. Qu'est-ce que cette description de votre travail vous inspire ?» Elle est belle cette phrase de Nicole. C'est flatteur, mais c'est aussi, je sais que ça réfère à
ces êtres qui sont un peu toujours ouverts à la liberté, à la recherche de constamment expérimenter, surtout. Autant quand on voit Genesis, c'est expérimenter sur son corps, sur son art. Tony Conrad, il expérimente sur ses films, sur sa musique, sur l'enseignement. Tout est expérimentation et il n'y a presque pas de limite. Et c'est ça qui crée aussi une sorte de grandeur et de folie chez ces personnages que j'ai filmés aussi, qui sont un peu extrêmes. C'est qu'il y a cette recherche de la liberté, vivre pour vivre, quoi. Et je pense qu'elle parle de ça, de cette porte ouverte à l'expérimentation, constamment, pour se réinventer. Et qu'est-ce qui vous attire, vous, au sens magnétique, dans ces stations expérimentales de l'humanité ? Je pense que c'est quelque chose d'assez instinctif, encore une fois, parce que expérimenter, ça veut dire essayer d'explorer, d'aller ailleurs, d'aller plus loin, et de ne pas se limiter à refaire la même chose. Ça fait toujours peur d'expérimenter, d'essayer quelque chose de nouveau, mais je pense que c'est la grande curiosité que tout le monde a profondément, en fait, quelque part, quand on crée. Sinon, c'est pas très intéressant, en fait. Est-ce que pour vous, Félix Cubin fait partie de ces stations expérimentales de l'humanité ? Pour le coup, oui, c'est de l'expérimentation à 300% à chaque seconde. C'est à 2000 volts. Entre la performance physique en tant que le son de sa voix, le Korg, l'analogie, le digital, l'opéra, l'électronique, la radiophonie, le field recording, la fondation de son label. Enfin, Félix, c'est tout, quoi. Constamment, même la bouffe, c'est une expérimentation avec Félix. Je crois que ça vient à travers beaucoup des personnages qu'on retrouve dans mes films. Sur le cinéma expérimental, est-ce que vous pouvez en donner une définition ou au moins nous donner votre définition ? En tout cas, moi, le mot m'est apparu quand j'étais à New York. Et j'étais jeune et j'ai découvert le cinéma expérimental à l'Anthology Film Archive, le cinéma de Jonas Mekas. Et c'est là que le mot m'est apparu. Moi, je préfère le mot underground cinéma, que je trouve plus poétique, parce que expérimental, ça fait un peu la poubelle du monde, quoi. Le lieu où tout est expérimental. Donc on ne sait pas quoi dire, on dit expérimental. Ça peut être mauvais ou bon. Après, pour moi, une définition de ce que ce cinéma, tout est cinéma, hein, et c'est ce qui compte. Si je dois définir, c'est plus que c'est un mélange d'artistes qui mélangent leurs médiums, qui viennent de la peinture ou du théâtre, ou de la musique ou de la danse, et qui font des images en mouvement. Que ce soit, quand on voit, en tout cas dans mon monde à moi, ça a été une définition new-yorkaise, que quand je vois les films de Jack Smith, au film de Warhol, de Jonas Mekas, à Stan Brakhage, tous ces gens-là ont une pratique et aussi ou Shirley Clark, tous ces gens, Maya Deren était danseuse. Il y a énormément de médiums et de vies différentes, mais par contre, ils se retrouvent dans une éthique de vie aussi, d'économie du cinéma. Après, ça crée des familles, tout ça. Et on les appelle cinéma expérimental, mais je me souviens, Jonas écriait toujours aussi sur ce mot. Il disait « Moi, je fais du cinéma, point. » Et ça, je trouve ça beau, quoi. Voilà. Mais le cinéma expérimental à Paris, c'est encore une autre histoire que je connais beaucoup moins, qui est encore différente. Et à l'intérieur du cinéma expérimental, il y a des structuralistes, il y a des performatifs, il y a encore plein de définitions de différents styles et genres et d'époques de ce cinéma surréaliste et autres. Voilà. Donc c'est vaste. Hein. Et c'est ce qu'on essaie d'explorer à travers ces entretiens oui, aussi. C'est vrai. À propos de votre film The Ballad of Genesis and the DJ, qui est votre premier long métrage, sorti en 2011, c'est le portrait, comme vous l'avez déjà dit, du couple d'artistes new-yorkais Genesis et les DJ. Vous sillonnez à travers eux l'histoire de la musique industrielle, vous suivez une tournée de concerts et vous racontez leur chantier artistique, identitaire et amoureux, qui débute en 2000 par une série d'opérations chirurgicales avec l'objectif d'acquérir chacun les traits de l'autre. Alors on va écouter un extrait du film à propos de ces opérations chirurgicales et du cut-up.
we started to think about, instead of having children, which is in a way a child is the two people combined to become a new person, what if we made ourselves the new person instead? So it began as very romantic, about love and about wanting to be as much like each other as we could. In a way, almost a physical orgasm, because an orgasm is also a moment when two people become one. So that was the beginning of it. But as we thought about it and explored it more, we realized that we were including some of the William Burroughs and Brian Gysin ideas of the cut-up. And so we started to take and have cosmetic surgeries to look more like each other. Burroughs and Gysin said that when they cut up writing and remixed it, that they were no longer the writer. It was the creation of what they called a third mind. So with Lady J and I cutting up our bodies, we say that we're creating a third being, a third entity, and we call that the Pandrajai. When we began to explore that, we realized that in fact it was really about evolution and the future of the human species. It's that straightforward. So Pandrogyny in the end is a cry for survival. Alors Marie Lozier, que vous inspire cet extrait que vous connaissez par cœur? Ah, bien sûr, ça me replonge toujours en fait sur le moment du tournage. Je peux jamais voir un extrait avec ce que peut-être le public voit, le sujet. Mais moi, je me souviens tout de suite du tournage, en fait, principalement. Avant même du montage et du sens même de l'extrait, en fait. Donc c'était une sorte de mise en scène qui a été complètement refaite chez le chirurgien. Je me souviens, on était dans la salle d'attente. C'était très rock'n'roll, elles étaient en jean et tout ça. On attendait que ça se vide. C'était dans le Upper East Side, très chic. Alors il y a des photos, le grand artiste sur le mur. Je me disais, waouh, c'est un chirurgien très riche. Et en fait, ils demandaient des œuvres en échange pour pas payer, pour qu'elles ne payent pas leur chirurgie. Et donc après, on a eu le droit de passer de l'autre côté quand tout le monde était parti. Puis on a pu mettre en scène, il a dessiné sur leur visage. J'ai pu les mettre en scène alors qu'elles étaient en train de se déguiser, de s'habiller dans le couloir et rigoler. Et puis après, c'est vraiment le son, tu vois, qui est collagé sur l'histoire, alors que quand tu les vois, elles s'amusaient complètement à refaire les opérations que j'ai jamais voulu filmer, que j'ai jamais filmées en fait. Voilà. Avec le cut-up de William Burroughs. Est-ce que vos films empruntent également au cut-up et seraient peut-être une de ces formes cinématographiques possibles? Oui, je pense. C'est pas venu de façon avec des mots au départ, parce que avant, je sais que je venais du collage, de faire des dessins, des collages, et de les découper et de les collager. Et puis d'un seul coup, bien sûr, je me suis rendu compte que avec le théâtre de Richard Foreman, c'était aussi du collage de sons, de paroles, comment lui construisait ses pièces. Et de là, quand j'ai commencé le montage, c'était un vrai collage. Et c'est que au fur et à mesure du temps que j'ai vu qu'en fait, il y avait une analogie totale entre la façon dont je filmais le film La Balade de Genesis, tout le processus de création qui était le mien, le son à côté, les bobines de 3 minutes, la temporalité, et la façon dont on crée en fait Genesis d'un point de vue collage du corps, collage de ses peintures, collage de ses paroles, collage du son. Tout était collage, quoi, en fait. Et après, elle m'a aussi beaucoup appris sur Brian Gysin, William Burroughs. Justement, qu'est-ce que c'est le cut-up? En fait, c'est deux choses mises l'une à côté de l'autre qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et en les mettant 1 plus 1, 1 plus 1, ça devient 3. Et ça a une relation, en gros. Ça crée l'histoire. C'est the third mind. En pratique, quelle est la différence entre effectuer un collage et travailler le montage d'un film? L'un est tactile et l'autre à travers une machine, mais quelque part, c'est assez similaire quand même, parce que bon, chacun a sa texture particulière. Hein. Au montage d'un film, souvent il y a du son, donc il y a des pistes de son, il y a des choix, mais il y a le même processus, il y a l'image, et après c'est aussi c'est comme la couture, comme faire de la dentelle, comme faire du collage sur du papier. On choisit
et le papier, et la couleur, et le médium. Donc c'est à chaque fois aussi une façon d'agencer, de ressentir et de voir. On va revenir sur votre parcours depuis ses débuts, la manière dont vous avez commencé à créer. Nous avons parlé en introduction de votre exil à New York, au sens d'une autre contrée dans laquelle vous êtes allé et qui vous a peut-être un peu désarçonné. Avant de partir, étiez-vous déjà intéressé par les images, le cinéma et la musique ? Complètement, en fait. J'étais tout de suite plus à l'aise dans la vie à New York que je ne l'étais en France en grandissant. Mais j'étais obsédée déjà petite par... mes parents regardaient toujours les films le dimanche soir, les films italiens. Quand j'enregistrais sur des VHS, j'avais une collection immense de VHS, des films que je collectionnais avec un carnet tenu, les numéros des films. Le mardi soir, il y avait Mardi Cinéma, la dernière séance. Je regardais les premiers films et après, il y avait les infos que j'adorais de Cannes, etc. Et après, il y avait les westerns. J'étais obsédée par les westerns. Et puis, on habitait à la campagne et il y avait un ciné-club que mes parents tenaient. Donc, j'allais voir aussi des films en pellicule qu'ils montraient. Et après, on allait à Paris parfois, rue des Écoles, voir des vieux films avec ma tante russe. Et en fait, quand je suis atterrie à Paris pour faire les études à Nanterre, en littérature américaine, c'était que des écrivains new-yorkais, souvent. Et je séchais beaucoup de cours pour aller au cinéma. Et ma tante m'avait inscrite à la Cinémathèque française pour les cours de Jean Douché. Donc je prenais un cours là-bas. Et aussi, elle m'avait inscrite petit à petit en fait, à des ateliers de sculpture que je devais suivre par la ville de Paris. Donc en fait, oui, je faisais ce que je devais faire pour avoir mon diplôme. Mais le cinéma, je gardais tous les petits reçus de tous les films que je voyais. J'écrivais avec des... C'était débile, hein, j'avais des cœurs. Le nombre de cœurs était combien j'aimais un film quand je retrouve mes carnets. Puis je décrivais aussi ce que je ressentais de chaque film. Et c'était très drôle à lire après. Enfin, vraiment. J'étais obsédée, collectionner, tu sais, toutes les photos que tu trouves sous les vitrines au cinéma, avec les très belles photos de stars sur les plateaux dans les années 40, 50 et 60. Voilà, ça c'était mes obsessions de brocante aussi. Et qu'est-ce qui vous a poussé à partir à New York ? J'ai toujours voulu y aller. Et puis aussi, j'ai rencontré... Enfin, déjà, New York, c'était l'obsession totale à travers le cinéma. De Woody Allen à Scorsese à 1000 autres films, par la musique aussi. Les Velvet Underground, Lou Reed, Bob Dylan, toutes ces choses-là, c'était très New York. Et puis, il y a eu un Erasmus, une sorte d'échange avec une petite bourse littéraire que j'avais eue pour finir la thèse. Et j'ai choisi New York. Et j'avais un amoureux aussi là-bas, qui était bien sûr le New-Yorkais juif américain, exactement le style Woody Allen, mais il ressemblait à Bob Dylan. Ça m'avait pas mal aidé aussi à partir, même si je suis arrivée toute seule et il n'y était pas. Je l'ai retrouvé plus tard. Et voilà, donc c'était déjà, même je choisissais l'amour à la new-yorkaise, comme dans les films, quoi. Alors que représentait New York à cette époque-là ? Comment était la ville ? Il y a toujours ce New York qui est là quelque part par les gens que je connais, parce que c'est eux qui forment mon New York, bien sûr, c'est le rapport aux autres, c'est le rapport à l'amitié, à ceux qui la fondent, mais le New York de cette époque n'est pas le même exactement qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était, déjà d'un point de vue vraiment pratique pour tout artiste, c'est que c'était beaucoup moins cher. Donc c'était beaucoup plus facile de vivre, de manger pas cher, d'aller voir des trucs pas chers, de se loger surtout. Donc il y avait une communauté qui était beaucoup plus resserrée. C'était facile d'habiter au début de Brooklyn ou dans Manhattan, alors qu'aujourd'hui, on habite loin, parce que tout est cher, tout est à tripler, quadrupler, et c'est devenu très commercial aussi. Après, pour moi, c'était juste... c'est un lieu de plein d'excentricité et plein de rencontres, avec une sorte d'aura positive. Tout est balbutiant, le rythme, tout est communautaire aussi. Les gens savent vivre ensemble malgré le fait qu'il y a autant de monde. Et tout est plein d'inconnus et de surprises. Quelque chose peut emmener ailleurs très facilement. Les gens peuvent embarquer.
Et cette énergie excentrique où tout le monde est ce qu'il est, et toujours aussi des mélanges de langues, des mélanges de races, des mélanges de cultures, tellement mélangés, mais tout le monde sait vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour moi. Et surtout, c'est l'amitié de certaines personnes très particulières qui font de mon New York, je crois. Et ça se rassemble autour des amis qui ont fait partie, voilà, qui sont dans mes films et qui font partie vraiment d'une sorte de famille de cinéma. Et c'est une famille particulière quand même. Est-ce que vous avez découvert dans cette ville un sentiment de citoyenneté ? Ouais, je pourrais jamais dire que je suis américaine, même si je t'avoue que je suis américaine, j'ai le passeport, tout. Mais je peux dire que je suis new-yorkaise. Et ça, je l'ai profondément dans mon cœur. Mais être américaine, non. Mais citoyenne de New York, à fond. Quel a été votre parcours là-bas ? Est-ce que vous avez directement fait du cinéma ou est-ce que vous avez fait d'autres choses ? Ah non, il a fallu survivre. Donc au départ, c'était d'abord... j'avais cette bourse pour faire ces études. Je ne les ai pas faites. Donc j'ai pu prendre le système américain. Je trouve ça absolument génial par rapport au système français. C'est qu'on peut choisir les cours qu'on veut. Il n'y a pas obligé d'être en littérature et ne faire que de la littérature, avoir une option par-ci, par-là. Donc j'ai pu faire du dessin, de l'histoire de l'art, de la poterie, de la gymnastique, mélanger avec tous mes intérêts et puis rentrer aux Beaux-Arts. Et comme je devais quand même payer beaucoup de choses à cette époque au noir, puisque j'avais plus les papiers, je travaillais beaucoup pour des artistes. J'avais essayé d'être serveuse, comme tout le monde fait à New York, mais à chaque fois j'étais renvoyée au bout d'un jour, ça marchait jamais. Où je renversais tout, où je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. C'était l'horreur. J'étais pas faite pour être serveuse. Impossible pour moi. Donc j'avais trouvé plutôt de travailler pour des artistes un peu dans l'ombre, à faire des cadres, des encadrements pour eux. Enfin, voilà, tout ce qui était de la technique physique, aller chercher leurs courses, nettoyer leurs chaussures. Enfin, tout ce qui était possible, je le faisais. Et puis un jour, j'ai eu mon premier job qui m'a vraiment plu, quoi, en plus. Vraiment, c'était de travailler pour Richard Foreman, qui est un grand metteur en scène de théâtre et de théâtre expérimental, qui est toujours vivant et qui continue, mais il fait des films maintenant. Et pendant 40 ans, il a fait 40 pièces. C'est vraiment un des grands-pères qui a influencé tellement de réalisateurs aussi. Et Richard Foreman, j'ai fait son décor pour plusieurs pièces. Et vraiment, de faire les décors dans son univers m'a rapproché déjà de plein de gens qui font partie de mes amis maintenant, et de ma vie, et qui sont dans mes films, et m'a rapproché du cinéma expérimental. Justement, pour entrer d'une autre manière dans l'univers de vos films, nous allons écouter un extrait de l'un de vos premiers courts-métrages, The Ontological Cowboy, que vous avez fait avec Richard Foreman et ses acteurs. Ils y font se réinventer le théâtre à grands coups de pistolet. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Theater's about sex. The theater's about people sitting in the audience, looking at other human beings and other bodies, and finding them desirable or not desirable. And there's always a huge erotic charge in the theater, I think, which is one of the reasons why actors down through the ages have been looked down upon, because everybody knows the theater on some level is about, sex. J'adore cette phrase. Ça définit tellement son monde. Et j'ai tellement appris à travers sa façon de créer ses pièces et la façon dont il utilise le texte, la lumière, la folie aussi, la folie qui nous emmène, quoi, l'orchestration de son monde. Ça a été une grande, grande découverte pour moi. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est faite votre toute première rencontre avec Richard Foreman, donc qu'on entend donner une définition tout à lui du théâtre dans l'extrait? La rencontre avec Richard, c'est quelqu'un d'incroyablement timide, mais vraiment, vraiment timide. Et comme à l'époque, c'était en 2003, j'étais extrêmement timide, ça permettait pas d'être très, très expansif.
Et je me souviens très bien que la première fois que j'ai été chez lui, il fallait que j'aille chez lui pour le rencontrer avec d'autres personnes. Et il avait préparé un cahier avec tous les accessoires et les éléments du décor que je devais construire avec les mesures, la couleur et tout ça. Et il était bien vicieux parce qu'il m'attendait et tout ça, et plein de monde. Et puis il ouvre le carnet et je tombe sur un pénis sur roulette de 5 mètres de long, avec des paillettes et tout ça, avec les mesures. Et il me regarde, il fait « Tu sauras faire ça ?» J'ai dit, ok, j'ai compris. Ouais, je le ferai. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc j'ai compris tout de suite où j'allais rencontrer Monsieur Richard Foreman. Et ça a été une très, très, très belle rencontre. À partir de quel moment cette rencontre s'est-elle transformée dans le projet du film The Ontological Cowboy? Longtemps après, en fait, parce que j'étais très jeune, je faisais pas vraiment encore de films, à part les petits films dans ma chambre de Touch Retouch. Je faisais surtout de la peinture et des portraits peints. Et puis en fait, quelques années plus tard, j'ai fait d'abord le film The Bird Bath and Beyond et Electrocuture Star avec les frères Kuchar, pour ensuite revenir vers Richard. Et c'est là qu'il m'a dit, bien sûr, fais-le. Comment s'est réalisé ce film qui se construit aussi sur une pièce de théâtre? En fait, Richard était en train de faire cette pièce Paradise Hotel, Hotel Fuck, The Ontological Cowboy. Donc c'était vraiment un nom à rallonge. Et j'avais fait le décor pour cela. Et comme il était extrêmement timide, il n'aimait pas parler, il n'aimait pas être filmé, j'avais d'abord... J'étais chez lui et j'ai demandé est-ce que je pouvais l'enregistrer avec des questions très précises, comme toi, avec un micro et tout ça. Par contre, je n'avais pas un très bon enregistreur. Et comme j'étais toute seule, j'ai complètement raté l'enregistrement parce que j'avais mis le micro sur le floppy disk. Et tout ce qu'on entendait, c'était... Et j'étais rentrée à la maison, j'avais tout de suite sauvé les phases, tout ça, et je vois qu'il n'y a rien sur les... Donc j'étais en pleurs et je lui ai écrit, je me suis dit, il faut que je lui écrive maintenant parce que si je dois lui demander dans quelques jours, ça sera la loose totale. Donc je lui ai écrit, vraiment j'étais très très mal. Et il a été génial, au milieu de la nuit il m'a répondu, il m'a dit, ouais, reviens. Donc on a refait l'interview qui était encore mieux. Donc ça j'étais vraiment heureuse parce que je me suis dit, ça va être très dur de reposer plus ou moins les mêmes questions à la même personne et d'assurer, quoi. Et ça a été très très fort. Et après, en fait, comme il n'aimait pas du tout être filmé, et les seuls moments où tu le vois filmer, c'est un peu droopy, quoi, il bouge pas. Il regarde même pas la caméra, il est immobile. Donc en gros, il fallait que je bouge Richard devant un lieu ou un autre. C'était un Donc peu... Vous l'avez mis en scène aussi dans le film? Je lui ai dit assieds-toi là, quoi, et il bougeait pas. Donc j'ai voulu bouger quelque chose, donc j'ai été demander aux acteurs si je pouvais jouer avec eux. Et donc après leur pièce de théâtre, tous les soirs, quand c'était fermé, ils ont été géniaux, ils ont accepté de rester en costume. Et moi, je rallumais des lumières et je mettais en scène des scènes pour la caméra. Et on a joué là-dessus, quoi. Et ça a été filmé assez rapidement, en fait. C'était mon premier montage. J'avais pas beaucoup de rush en plus, quoi. Tout est un peu dans le film. Comment on met en scène un metteur en scène? Oh là là. En fait, j'y pense pas trop, hein. Je mets en scène ce que j'ai à mettre en scène. Après, C'était pas plus compliqué? Non, parce que je crois que lui, il était dans le théâtre et moi, j'étais derrière une caméra. Et puis en plus, il n'y a pas toute une équipe, il y a juste moi. Donc, c'est pas très intimidant, en fait, hein. Après, c'est drôle, hein, quand un metteur en scène commence à me mettre en scène, ça devient un jeu infini, comme avec Tony Conrad, quoi. Et là, c'est excitant. C'est pas plus difficile que de filmer des acteurs qui sont déjà en costume? Non, pas pour moi, parce que je sais jamais trop quoi faire avec... je suis pas toujours douée avec les acteurs. Je connais surtout... J'ai besoin d'aimer la personne, de la connaître, et de connaître ses mouvements, ses maladresses, ce que je trouve magnifique. Et c'est ça que je mets en scène. Alors que je pense des super acteurs, j'en suis amoureuse dans les cinémas des autres. Mais moi, je sais pas trop diriger avec des dialogues. C'est plus physique, presque dans le cinéma muet. Ou alors, quand c'est des portraits, c'est des gens qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont performeurs ou qui font un autre art. Donc là, on est au même niveau et on s'amuse. Mais
Ouais, j'ai pas du tout ce rapport-là aux acteurs. J'ai pas du tout le truc fétichiste. Je suis très curieuse parce que le prochain film, j'aimerais faire une comédie musicale et donc avoir quelques acteurs. Mais il faut que je reste aussi, que ce soit des acteurs qui soient OK pour aussi partir dans certaines improvisations. Pour être libre, en fait. Quel regard avez-vous sur celle que vous étiez il y a 25 ans, au moment où vous commenciez vos premiers films ? Alors, j'ai pas commencé il y a 25 ans, mais alors je me souviens que j'avais la même taille, ça c'est sûr. Mais je me revois dans certains petits films de Touch Retouch, j'étais toute bouffie avec des couettes. Et je me souviens que j'étais juste... je me sens naïve, mais je l'étais encore vraiment plus, quoi. Après, c'était un autre moment, c'était un autre temps, c'était New York. J'arrive pas à sentir le temps, en fait. J'ai vraiment un problème avec hier, demain et aujourd'hui. Ouais, j'ai toujours l'impression que le temps, ça fait juste hier que je suis arrivée à Paris, alors que ça fait quand même déjà 4 ans. J'arrive pas du tout à sentir le temps. Donc, en arrière, oui, c'était juste un autre temps, mais les gens qui sont dans ma vie de ce temps-là sont toujours. Donc j'ai l'impression que le temps... Ouais, on vieillit, on a un peu mal partout et il y a les choses qui changent. J'arrive pas trop à penser qui j'étais. On vous pose cette question parce qu'on a posé la même à Elina Lowenson. Elle a réussi à répondre ? Et qui nous a dit que l'âge qu'elle avait aujourd'hui, elle n'arrivait pas à se figurer entre son âge physique et l'âge qu'elle avait dans la tête, et qu'il y avait toujours un décalage, et que c'était assez particulier, elle qui était actrice, de voir ce décalage matériellement sur la projection des films qu'elle a fait quand elle avait 20 ans. Et ça, je pense que ça l'est d'autant plus pour une actrice ou pour un acteur, puisque c'est lié toujours au physique, et qu'il y a un vieillissement qui se crée. Mais c'est vrai que quand tu parles d'Elina, qui est quand même une amie très proche, il y a cette jeunesse et ce rapport à l'enfance qui est toujours là chez elle et que je sens très fort chez moi. Et je pense que quelque part, dans chacun qui crée, il y a ce côté d'un enfant, du jeu, qui permet peut-être pour certains de ne pas vieillir, en fait, d'être incapable de donner un âge. Souvent, j'arrive pas du tout à penser à l'âge des gens. Et je pense qu'on se trompe souvent sur mon âge aussi. Vous avez travaillé comme programmatrice à l'Institut français à New York. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail ? Ça a été un moment très très beau et très formateur pour moi parce qu'en fait, je travaillais déjà dans des ciné-clubs avec des amis et c'était des cinémas expérimentaux. Mélange performance, projection 16, vidéo, 2 lieux. Il y avait le Robert Beck Memorial Cinéma qui était tous les lundis soirs pendant des années, tous les lundis soirs avec quelques copains, Brian Fry, Bradley Eros, Joel Schlemovitz, c'était les corps. Et on montrait des films, des bootlegs, on ne payait pas de droits, on invitait les gens qui passaient en ville. Et c'était comme un ciné-club de famille, quoi. Et l'autre qui était un peu plus organisé, mais c'était aussi vraiment une famille, c'était Ocularis. Et on le faisait derrière un très chouette bar qui n'existe plus du tout à Williamsburg, qui est maintenant très branché. Et on a fait des concerts de Genesis Purage, on a fait des performances de Tony Conrad. C'est un lieu qui était génial, dans lequel on faisait des programmations tous les dimanches soirs pendant 10 ans. Et ça m'a beaucoup appris à penser au cinéma, ce qu'était la programmation en fait, et ce que ça voulait dire. Et quelque part, ce qu'était, pour moi, c'est vrai que ça compte beaucoup, parce que faire des portraits, c'est aussi archiver, penser à la vie de quelqu'un et du parcours artistique de quelqu'un. Et quelque part, programmer aussi, comment on met des choses ensemble, qu'est-ce qui peut être surprenant, qu'est-ce qui parle de la même chose, qu'est-ce qui vient de l'émotion, qu'est-ce qui vient de l'histoire. Comment mettre en valeur quelqu'un, comment mettre en valeur une époque. C'est un peu comme faire un portrait quelque part. Et c'est en même temps être derrière la caméra, mais autrement. Être aussi dans le public. Il y a une autre façon de penser le cinéma qui m'a beaucoup appris. Et quand j'ai eu ce boulot à l'Alliance française, où justement il y avait de l'argent un petit peu pour programmer, ça a été beau parce que j'ai dit que je savais programmer, mais je savais absolument... Oui, je sais choisir des films, mais alors là, trouver les droits des films et payer les droits et
c'était n'importe quoi, je savais pas le faire, mais ça s'apprend vite en fait quand on a envie. En fait, j'avais pas de gêne. Donc la première programmation que j'ai faite, c'était avec Raoul Coutard, Le chef opérateur de Godard. Truffaut et d'autres. Ouais, j'avais un copain, Jake Perlin, qui est toujours là, et il m'a dit on va faire ça. Je dis ouais, moi je veux faire Raoul Coutard, la cinématographie et tout. Comment le joindre, j'en savais rien. J'ai pris un bottin et j'ai trouvé un numéro de fax. J'ai fait un fax avec ma main en disant je voudrais vous inviter, poli, à venir à l'Alliance française présenter une série de vos films. Amicalement, Marie, vraiment naïvement, quoi. Et j'ai eu un fax de retour qui était ok, poulette, Raoul. Et me voilà allée à l'aéroport chercher quand même ce monsieur qui était extraordinairement drôle, qui n'était pas venu depuis 1972, pour l'emmener à l'Alliance française 30 ans plus tard, quoi, ou 40 ans plus tard, que j'avais jamais pensé qu'il fallait peut-être trouver un moyen d'avoir un meilleur billet d'avion, parce que c'était en deuxième classe. Enfin, toutes ces choses, je faisais comme je pouvais, quoi. Je l'accompagnais partout, on a bien rigolé. Et voilà, c'était comme ça que j'ai un peu appris, quoi. Comment joindre les gens, comment faire les modérations, les traductions. Ça a été un très grand lieu d'apprentissage et de rencontre. Et vous avez montré beaucoup de films différents, dans des styles très différents, ou c'était de l'expérimental ? Oh, jamais de l'expérimental, c'est là que c'était dur. C'est que, en fait, il y avait toujours cette économie de l'Alliance française qui me demandait que ce soit... Il y avait une grande salle de cinéma de 300 places, que ce soit plein. Alors là, impossible, c'est une salle de théâtre. On ne peut pas, en montrant des films une fois par semaine, remplir les salles avec ce qu'on appelle du cinéma d'art et d'essai. C'est juste pas approprié. Donc, on remplissait les salles quand il y avait Amélie Poulain qui passait, mais... Voilà, des avant-premières qui faisaient plaisir à l'Alliance française. Donc il fallait que je varie entre ce qu'ils me demandaient de faire obligatoirement et après ce que moi, je voulais montrer. Et là, par contre, j'avais fait des séries avec des films d'Albi Coco, faire venir Claire Denis, Claire Doyon, Michel Brault, Die Pennebaker, Albert Maisel... Il y a eu beaucoup de monde en fait qui sont passés. Léo Scarax, fait venir Fanny Ardant. J'étais plus intéressée par le côté, je t'avoue, technique, les acteurs. Mais il fallait attirer du monde. Donc il fallait aussi faire penser à ce qui marchait. Et puis parfois quand j'invitais quelqu'un dont le cinéma pouvait être... avait une partie de sa création qui pouvait être extrême, je demandais à l'anthologie Film Archive, donc le cinéma de Jonas Mekas, s'ils pouvaient passer cette partie-là. Je payais l'avenue de la personne et eux présentaient les films comme ça et moi je faisais les films plus commerciaux. Voilà. Mais bon, j'ai fait des extrêmes, genre la programmation de tous les Marguerite Duras. Ça s'est pas toujours bien passé parce que c'est un peu raide, hein. Au bout de 3 mois, les gens n'en pouvaient plus. Ou tous les films de Jacques Doyon que j'aime tellement, les gens n'en pouvaient plus aussi au bout d'un moment. Donc il faut trouver aussi comment animer ça pour que les gens viennent malgré le fait qu'ils ne resteraient peut-être pas ou ils ne viendraient pas s'il n'y avait pas quelqu'un de particulier qui va attirer la foule pour voir un film complètement ésotérique, quoi. Par exemple, Marguerite Duras, la rétrospective, je l'avais ouverte, j'avais invité John Waters, parce que je savais qu'il était fan de Marguerite Duras. Et je m'étais dit, si lui vient, la salle sera pleine. La salle était pleine, et il est arrivé avec un petit costume habillé en Marguerite Duras, et il a joué Marguerite Duras pendant une demi-heure, à faire mourir de rire tout le monde. Et après, ils ont regardé Le Camion. C'est pas du tout un film drôle, en fait, hein, mais les gens étaient morts de rire pendant tout le film. Donc après, ça fait venir du monde, la rétrospective Marguerite Duras. Voilà. Pourquoi êtes-vous revenu en Europe après une vingtaine d'années à New York ? En fait, j'avais jamais pensé quitter New York. C'est vraiment l'endroit où je me sentais le mieux et j'ai jamais pensé quitter. J'avais trouvé ma force de vivre, ma nouvelle façon d'être, my home, quoi, mes amis, ma famille.
Mais en même temps, c'est dur comme ville aussi pour survivre, dans le sens où tout le monde travaille beaucoup, avec beaucoup de jobs. Et pour les artistes comme moi, ou comme beaucoup de mes amis, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de soutien. Où il y a de la réussite et elle est complète, où c'est un entre-deux comme nous et il n'y a rien. Et puis c'est dur d'un point de vue assurance médicale et tout ça. Mais j'y réfléchissais pas trop en fait. Et puis un jour j'ai eu, après la sortie de la balade de Genesis et Lady J, un jour j'ai eu une demande. On m'a invitée, j'ai gagné une bourse, le DAD, pendant 1 an à Berlin, payée. Et c'est là que mes amis m'ont vraiment dit, Marie, ça serait bien à cet âge-là, que tout est payé, que tu fasses le saut vers l'Europe, parce que tu n'y as jamais été, tu n'as jamais créé en Europe. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais... je suis partie hyper jeune, j'ai créé que aux États-Unis, j'ai jamais vraiment vécu ou compris ou fait quoi que ce soit en Europe, d'un point de vue créatif. J'ai jamais travaillé en Europe. Et je me demande comment les gens vivent, ce qu'ils font, ce qu'ils créent, et ce qui passe par exemple, de Paris à New York, c'est pas du tout ce qui est vraiment ici quand on y est vraiment, parce que tout est filtré. Il y a une certaine partie seulement. Et donc j'avais cette curiosité de le faire avant de plus jamais partir, en fait. Bon, bien sûr, quand j'ai eu un film qui a commencé, que j'ai commencé toute seule, c'était Cassandro d'Exotico, qui a pris un nouveau 7 ans à se faire. Et de là, ça m'a pris beaucoup plus de temps de le finir parce que j'ai rencontré une productrice, Carole Chassing, voilà, Tamara Film, qui m'a permis de finir le film, qui a pris des années. Et donc, je ne suis pas rentrée. Et puis, bon, j'ai rencontré quelqu'un. Il y a plein de choses qui ont fait qu'en fait, je suis restée en Europe. Et à chaque moment, je me disais, je vais repartir. Et puis, il n'y a que cette année, cet été, que j'ai fait envoyer toutes mes boîtes de New York à ici, par bateau. En me disant, ok, j'essaye de rester un petit peu. Parce que le New York a beaucoup changé aussi. Et que je suis plus le même âge non plus. Et c'est vrai que j'ai compris aussi, et je vois qu'il y a beaucoup plus de soutien pour des artistes comme ceux qui sont mes amis et ce qui m'entourent, ici, en tout cas en Europe, qu'il n'y en a à New York. Et c'est vrai que j'ai envie de continuer à pouvoir créer comme je peux. Pour revenir à la résidence d'Ad à Berlin, qu'est-ce que ça permet une résidence d'artiste ? Alors là, je t'avoue que j'étais complètement paumée au début, puisque j'ai toujours travaillé toute ma vie pour faire mon art les week-ends, artisanalement le soir. Donc d'un seul coup, de plus avoir de boulot, un métier auquel j'allais tous les jours, j'étais absolument perdue. D'avoir du temps libre, je ne savais pas très bien comment l'utiliser. Donc ça m'a un peu paniquée plutôt que... On vous finance votre temps libre en fait ? Ouais, d'un seul coup, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et je crois que le choc Je suis arrivée en mars 2013 à Berlin et c'était un soir de neige et pas un bruit. Alors j'arrivais de New York avec tout le son, le bruit, l'animation de ma vie là-bas. Je crois que j'ai vraiment eu un choc physique, quoi. Donc ça a pris un moment pour moi de savoir ce que ça voulait dire. Puis c'était ma première résidence, donc ça s'est pas trop conclu. Hein. Mais ça m'a permis de... plusieurs résidences pour... Ouais, je crois, pour savoir ce qu'on fait, quoi. Déjà, ça prend tellement de temps d'atterrir, de savoir ce qu'on veut faire. Déballer une valise, quoi. Combien de temps pour déballer une valise ? Oh, plusieurs mois. Comprendre à quoi servent les choses qui sont dans la valise, quoi. Qu'est-ce que vous aviez dans votre valise ? J'avais vraiment fait des boîtes très précises avec les quelques livres dont je ne pouvais pas me séparer, digitaliser tous mes vinyles pour que je sois sûre d'avoir ma musique, certains masques que j'avais embarqués. Que vous avez fabriqué ? Oui, au cas où, tu vois, je tournerai dans la rue en 2 secondes. La caméra, le micro et quelques habits, voilà. Un kit de survie ? Ouais, c'était un peu ça, c'est allons sur l'île. Ouais, ça pouvait pas dépasser un certain poids qu'on nous payait, donc tout était bien mesuré. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de vivre de son travail d'artiste ? C'est différent pour chaque artiste, bien sûr. Par rapport à ce que je fais, en tout cas, je sais que j'en vis pas. J'aimerais beaucoup pour pouvoir avoir vraiment du temps à m'y consacrer.
et le faire entièrement et ne faire presque que ça. Après, je t'avoue que j'aime beaucoup aussi travailler à côté parce que ça nourrit aussi dans le sens pas que financier, mais ça nourrit d'être avec les autres, d'être dans la vraie vie. J'aime beaucoup enseigner parce que c'est aussi un rapport aux jeunes, à ce qui continue à se faire, pour justement être toujours ouvert et curieux de ce qui se crée dans le temps présent, en fait, un rapport à l'autre. Après, le rapport au temps, comme on en parlait, c'est compliqué. On n'a jamais assez de temps, quoi, pour créer. J'aimerais que les jours soient doubles, triples, quadruples. Donc voilà, mais c'est encore nouveau pour moi, là, Paris. Ça fait pas très longtemps et heureusement que j'ai eu la chance d'obtenir ce poste à la aide, dans le département. Vous êtes professeur de cinéma au bachelor en cinéma. Ouais, c'est ça, responsable de première année. Ouais. Depuis 3 ans, j'ai encore 1 an. Après, je vais rechercher ailleurs. J'aimerais beaucoup réenseigner en France, en tout cas, énormément, pour être un peu plus ancré à un endroit. Parce que c'est vrai que c'est un peu dur d'être un peu partout. Mais c'est beau d'enseigner, en tout cas. Ça, c'est quelque chose qui me parle, dans lequel je me sens bien. Après, je suis pas du tout... Qu'est-ce que vous leur apprenez ? Je crois que c'est d'abord apprendre à avoir envie, de garder le désir, d'inventer avec le minimum aussi. C'est pas intellectuel, c'est d'abord vraiment pratique et aussi juste émotif. Vraiment d'avoir... parfois je vois des élèves, ils sont fatigués. Je dis, non, t'as pas le droit d'être fatigué à 20 ans, quoi. C'est pas possible, t'as la chance d'être dans un truc de cinéma... T'as des caméras concours, et tout, allez, on y va, quoi. Et de donner les outils, les idées, l'envie, l'énergie pour avoir confiance, en fait, simplement pour se lâcher, quoi. Et de pouvoir composer sans obligatoirement avoir les règles de ce que pourrait peut-être vraiment être dans une école de cinéma, qu'il faut écrire pour faire, qu'il faut avoir tel ou tel argent pour faire. Enfin, déconstruire tout ça pour pouvoir juste faire. Et qu'on fasse ensemble pour penser au reste après. Hein. Donc, différentes approches. Un peu plus punk, quoi. De l'enseignement punk. Ouais, je crois qu'il en faut. Parlons un peu de votre rapport à la lumière. Quelle matière est-ce que c'est la lumière pour une réalisatrice ? Je crois que je ne suis pas du tout technique. C'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi de caractériser, en tout cas de mesurer. C'est quelque chose de beaucoup plus lié à la couleur de la lumière. Au départ, comme j'avais aucun atelier et moyen, je filmais vraiment que dehors, sur les toits de New York, dans la rue. Et la lumière que j'aimais le plus, qui faisait ressortir les couleurs, justement, je pense, qui sont dans le début de mes films, c'est pas la lumière du soleil, c'est plutôt la lumière... avant qu'il pleuve, la lumière un peu grise. Et là, les couleurs ressortent pastel, très vives. Il y a quelque chose d'un peu un entre-deux d'Ektachrome qui ressort, qui m'émeut beaucoup. Cette lumière-là, elle me touche beaucoup. Après, quand je filme et qu'il y a de la lumière, c'est souvent fait avec les moyens du bord. Donc c'est souvent fait avec des lampes électriques ou essayer de jouer avec l'artificiel, mais il y a une source de lumière. Il n'y a pas 1000 sources de lumière. Et puis quand j'ai découvert aussi, quand j'avais tourné là avec Félix et l'équipe, j'avais vraiment la chance de travailler avec Pascal Granel, qui travaille avec Bertrand Mandico. Et ça, c'était des lumières qui me parlaient parce que c'était des lumières de peinture. C'était des lumières qui sont liées au filtre. C'est pas du tout des lumières naturelles, en fait. Et il n'y a pas de logique dans ces lumières. C'est plus que j'avais... Pour moi, la lumière, c'est lié à ce que je veux voir et pas ce que je peux... ce qui doit être, en tout cas. Et c'est souvent artificiel. Voilà. Et fort, en tout cas, assez contrasté. Lié au cinéma muet, souvent, même, qui étaient des sources de lumière assez... comme dans les ombres chinoises, quoi. Enfin, quelque chose de lié à la performance, presque, des ombres, des théâtres chinois. Et la pellicule argentique, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est une matière comme le papier de riz sur lequel je fais de la peinture. C'est l'amour du cinéma, comme j'ai appris à aimer le cinéma quand j'étais gamine et qu'on m'emmenait dans les salles de projection et que j'entendais le projecteur, qu'il y avait la lumière justement qui sortait du projecteur, que je trouvais magnifique. C'était très rassurant.
C'est comme le ronron d'un chat. C'est comme si j'avais toujours un chat à côté de moi. Quand mes parents projetaient les films, c'était tellement jouissif. C'était un truc addictif. Ça m'endormait, ça me calmait, ça me tenait magique. compagnie. Ça a des propriétés magiques. Ouais, totalement. C'est vraiment un très très beau son. Après, ça projette de la pellicule, et sur la pellicule, il y a quelque chose de magique aussi. Quand on est jeune et qu'on voit des films en pellicule, d'un seul coup, il y a l'image qui apparaît. Il y a le moment magique. Il y est moins aujourd'hui. Avec le numérique, il n'y a plus de magie? On appuie sur un projecteur vidéo, il y a une image, ok. Ouais, c'est pas aussi magique pour moi. Je l'avoue, c'est comme un tour de magie quand il y a le projecteur qui est là et qu'on peut chiner des films dans les brocantes. On faisait ça, on achetait des bobines de Mickey Mouse, des trucs de Tex Avery, on faisait des films de famille. Donc il y avait des choses comme ça qui étaient des surprises, des moments. Le dimanche, on regardait des films, quoi. Donc la pellicule, c'était lié, comme la diapo aussi, à des moments célébration de l'image, quoi, en tout cas. Et ça reste une matière que je travaille, une matière qui est tactile. J'ai été dans des labos avec des copains. Ça fait partie du cinéma, ce qu'on dit expérimental, quoi. Aussi, je pense qu'on se retrouve par des familles d'argentique, de labos, de gens qui travaillent avec l'argentique, quoi. Et la caméra numérique, est-ce que ça vous attire? Attirer, ça serait pas le bon mot, non. Après, j'ai rien de contre, c'est-à-dire que j'ai tourné un peu avec du numérique quand j'étais au Mexique avec Cassandro, et c'est génial, mais c'est plus complexe pour moi, tous les boutons, les réglages. Il faut que la caméra soit adaptée. J'aime bien quand il y a un œilleton, j'aime bien quand je regarde pas un écran de retour, qu'elle ait quelque chose qui soit vraiment aussi dans la performance du tournage. Est-ce que la caméra fait partie de vous au moment du tournage? Ouais, j'ai besoin de cadrer toujours. Donc j'aime bien que la caméra soit adaptée au corps et la façon dont on ressent le cadrage et l'enregistrement, de l'image. Donc si elle est numérique, super, mais il faut qu'elle soit adaptée à la personne, en tout cas. On va écouter un dernier extrait qui est Dream Minimaliste de Tony sur Tony Conrad. Et donc c'est une séquence avec un violon. Out of all of my earnings for my paper route, I actually bought a violin. It's not like I enjoyed playing it. It was a nightmare, actually, and because the thing really never sounded anything like interesting or good. It's almost impossible to get all of the notes right in this fucking piece. I just do the best I can, but oh, it always makes me cry when I make these notes all wrong and I have to go back and try again. Tony, c'est mon vraiment plus grand souvenir de New York. Vraiment mon grand ami, était mon grand ami et le sera toujours. Et vraiment mon mentor, quoi. J'ai beaucoup vécu et appris par Tony et continue à vivre avec moi, quoi. Donc on vient de l'entendre pester contre son instrument de prédilection, qui est le violon, où selon lui, il est trop difficile de jouer une note qui sonne juste. Tony Conrad, pour le présenter brièvement, c'est un musicien de référence pour l'avant-garde new-yorkaise. Il assurait entre autres les cordes aux côtés de John Cale au sein du groupe de musique expérimentale de Dream Syndicate. Est-ce que dans vos films, Marie, des gestes de création forts? Oui, je crois que Tony, il avait ça justement. C'est vrai que grâce à Tony, au frère Kuchar, je me suis rendu compte que les erreurs, ne pas être trop... en tout cas que les erreurs faisaient partie de la fabrique du film. Et partie de la fabrique de n'importe quoi d'ailleurs. Si on savait les aimer, si on savait les amener dans le reste, tout était possible, quoi. De pas justement... d'être pointilleux, d'être précis
très très pointilleux, très précis, mais que s'il y a des erreurs dans la fabrique et dans le cheminement, il faut les intégrer. Et c'est vrai que, bon, ça dépend, hein, s'il y a une erreur qui me plaît vraiment pas, alors là, je le dis tout de suite. Mais si elle vient de moi, ben, j'ai plus de facilité à l'intégrer. Vous créez des erreurs aussi? Sans le savoir, oui. Après, je fais pas exprès de faire des erreurs, parce que j'essaie de toujours... Est-ce que c'est une forme de création artistique? De créer des erreurs? Je pense qu'en tout cas, ça dépend de l'environnement dans lequel on est et comment on fait les choses. Après, je pense que tout le monde essaie de faire le mieux possible. Alors, on a 2 dernières questions. Ouais. Un monde sans cinéma, ça ressemblerait à quoi? Il y aurait d'autres choses. Ça fait que 100 ans que c'est inventé un peu plus, mais ouais, c'est peu par rapport à l'invention de la peinture ou de la musique. Ou même à l'histoire de notre histoire. Bah oui. 300 000 ans, 100 ans de cinéma. Après, moi, je suis née dedans, donc, et c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Si j'avais plus de cinéma, je partirais avec un disque dur avec plein de films. Hein. Mais je ne peux pas imaginer ma vie sans cinéma, en tout cas. J'aime trop y aller. Y aller et en faire? Ouais. Après, si je continuerai toute ma vie, j'en sais rien. J'aime tellement faire plein de choses. Mais y aller, ça c'est sûr. Il y a tellement de films à voir, c'est trop excitant. Vous en voyez beaucoup? J'aimerais en voir plus, parce qu'il faut du temps dans le sens où quand je suis en train de créer ou de même être en montage par exemple ou en tournage, non, pas beaucoup. Mais sinon, oui, j'en vois au moins un par jour. Pas obligatoirement au cinéma, tout le temps, mais plusieurs fois par semaine, ouais. Et à part le side B de Félix in Wonderland, quels sont vos prochains chantiers visuels et sonores? Alors, il va y avoir j'ai fait une autre rencontre grâce à mes amis de Bandimage à Bourges, avec Isabelle Carlier, qui avait fait une rétrospective dans le musée d'art Transpalette du groupe musical The Residents. Et j'ai eu une rencontre avec eux, une très très grande rencontre. Et c'est sur eux que je vais faire un portrait. Voilà, donc j'y vais là en janvier, je vais les voir à MoMA, où ils font une performance. Donc ils m'attendent et on va faire un début de rencontre. Et puis après, je voudrais prendre le temps de voir où ça va en allant chez eux à San Francisco. Et comme ils sont masqués, comme je ne peux pas révéler leur identité, c'est un peu comme la Lucha Libre, il va falloir inventer quel sera ce portrait. Voilà, réinventer avec eux. Et puis l'autre film qui va prendre peut-être 10 ans, mais c'est un portrait d'un ami qui était le plus proche ami de Tony Conrad, que j'ai connu aussi depuis toujours et que j'admire énormément, que j'aime énormément et avec qui je m'amuse aussi beaucoup. Il n'y a pas de ligne constructive par rapport à ce portrait, ce sera le portrait que ça sera avec le temps. C'est sur l'artiste Tony Hausler, voilà, avec qui j'ai déjà tourné quelque chose avec Tony Conrad quand il était encore en vie. Et puis je continue. Et l'autre projet, mais alors j'ai rien écrit, j'attends qu'Antoine Barraud, mon cher ami, ait fini le montage de son film, il vient de finir le tournage, pour qu'on écrive une comédie musicale. Voilà, c'est mon grand rêve, c'est faire une comédie musicale avec quelques acteurs et mes amis, et Félix et tous ces musiciens que j'aime tant. Et l'autre invité qu'on a reçu qui veut faire une comédie musicale, c'est Jean-Gabriel Perriot. Ah mais génial. Voilà, peut-être on pourra se rencontrer sur un plateau. Vous avez des conseils entre vous là-dessus. Ah bah ça sera beau parce que ça sera différent et en même temps, je pense que ça viendra d'un même désir. Et ben on a hâte de voir tout ça. Ouais, moi aussi. Ça va prendre longtemps, mais en tout cas, je suis ravie de vous rencontrer. C'est gentil. Et ben nous aussi. Et merci beaucoup Marie Lozier de nous avoir accueillis dans votre atelier et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel entretien de Négatif. Merci à vous. Grand positif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube. À bientôt. Il est toujours dur le bien.